Investir dans l'immobilier en 2023, faut-il attendre ou se lancer maintenant? Certains disent que c'est le pire moment pour investir dans l'immobilier et d'autres que tout se joue maintenant. Doit-on vraiment attendre que les prix des logements baissent suite à l'augmentation des taux de crédit? Le plafonnement des loyers pénalise-t-il vraiment la rentabilité des investissements locatifs? Ces questions, vous n'êtes pas les seuls à vous le poser. Bonjour à tous, je suis Philippe Pereira, investisseur expert et professionnel de l'immobilier depuis 15 ans. J'ai déjà aidé des centaines d'investisseurs à rentabiliser leur opération immobilière. Certains vous diront qu'il faudrait être visionnaire et que personne ne peut apporter une vraie réponse à ces interrogations. Effectivement, tout peut arriver. Par contre, des indicateurs nous permettent d'anticiper un peu ce qui nous attend. Acheter un appartement ou une maison pour le louer est un engagement important. Dans cette vidéo, je vais vous donner tous les éléments dont vous devrez tenir en compte pour prendre les meilleures décisions dans le contexte actuel et optimiser la rentabilité de vos investissements. Quel est l'état de marché immobilier en 2023? Pour commencer, je vais vous expliquer rapidement ce qu'il faut retenir de la situation économique actuelle. En gros, ce que vous devez retenir dans les grandes lignes pour réussir vos investissements. Bien entendu, j'essaie de simplifier les faits un maximum pour faciliter la compréhension et vous aider à prendre les bonnes décisions. Nous ne sommes pas là pour engager un débat économique, mais pour adopter la meilleure posture possible en tant qu'investisseur immobilier. Depuis plus d'un an, les taux d'intérêt ne cessent d'augmenter. À l'heure où je tourne cette vidéo, on vient tout juste d'atteindre la fameuse barre des 4% pour certains dossiers, soit un niveau inédit depuis plus de 10 ans. Autrement dit, on traverse un contexte plutôt défavorable pour les acheteurs, ce qui devrait conduire à une forte baisse des ventes immobilières. D'ailleurs, les statistiques récentes les confirment. Autre point important concerne le marché de l'immobilier, le détachement des acheteurs français pour les centres urbains. Contrairement aux villes, en zone rurale, la hausse des prix ne se poursuit encore à certains endroits. On observe une certaine tendance baissière dans les grandes villes, par exemple à Paris ou à Lyon. Dans la capitale, la baisse des prix pourrait atteindre 3% et se maintenir autour de 10 000 € par mètre carré en moyenne. Une baisse des ventes immobilières. C'est bien beau dire que personne n'a la boule de cristal pour prévoir l'avenir du marché immobilier. Même si rien ne peut être anticipé avec précision, les professionnels de l'immobilier peuvent quand même constater et en déduire des hypothèses. C'est la réflexion qu'on va tenter d'aborder aujourd'hui. Après plusieurs années exceptionnelles en nombre de ventes immobilières, la tendance semble se calmer en 2023. Selon les prévisions de la Fédération nationale de l'immobilier, l'année 2023 devrait être marquée par cette chute des ventes, soit plus de 150 000 transactions au moins par rapport à l'année 2022. Autrement dit, la deuxième plus forte baisse de prix de ces 50 dernières années. On parle uniquement de prévisions pour l'instant. Autre information importante que je dois vous transmettre. En 2022, le pouvoir d'achat immobilier a baissé d'environ 4%. C'est important d'analyser cette donnée car elle est liée aux restrictions qui concernent l'accès à l'emprunt. Certains professionnels de l'immobilier disent qu'il faudrait que les prix de l'immobilier reculent de 10% à 12% en 2023 pour compenser mathématiquement la hausse des taux d'emprunt. Pour l'instant, on n'y est pas. Les difficultés d'emprunt liées à la hausse des taux d'usure. Les taux d'usure sont les taux maximum auxquels les banques ont l'autorisation de prêter. Cette année, c'est la première fois depuis 2012 que le taux d'usure dépasse la barre symbolique des 5%. Comme son nom l'indique, le taux d'usure est exprimé en pourcentage. C'est la valeur légale à laquelle les banques ne peuvent pas déroger. Le taux d'usure est fixé par la Banque de France pour chaque type de crédit. Il est publié au journal officiel. Pour déterminer les taux d'usure, la Banque de France se réfère au taux effectif moyen pratiqués au cours du trimestre précédent. En principe, les organismes prêteurs peuvent déterminer les taux d'intérêt qu'ils appliquent, mais le taux d'usure est là pour fixer une limite, éviter les abus et protéger les emprunteurs. Grâce au taux d'usure, les emprunteurs sont assurés de ne pas payer trop cher leur crédit et d'éviter le surendettement. Mais à votre avis, en quoi la hausse des taux d'usure a un impact sur la baisse des prix de l'immobilier? La réponse est simple. Une baisse des taux d'usure implique aussi une hausse des refus des prêts. Le taux d'usure protège les emprunteurs, mais il empêche aussi une bonne partie de la population d'accéder à l'emprunt. Le problème, c'est que ce taux réglementaire n'a aucun lien avec l'endettement personnel. En d'autres termes,
Vous pouvez obtenir un refus de prêt à cause du taux d'usure, même si votre endettement est bon. Et qui dit difficulté d'accès à l'emprunt, dit baisse de la demande et donc baisse des prix immobiliers. Mais alors, peut-on encore emprunter pour un investissement locatif? Malgré tout le négatif qu'on entend dans les médias, oui, il est encore possible d'emprunter pour louer. Et je ne dirai jamais assez. Profitez d'investir à crédit, même si le taux augmente. Le premier argument pour financer un investissement locatif par un prêt immobilier est le plus puissant. Je parle ici de l'effet de levier. Il vous permet de devenir propriétaire d'un bien qu'il est plus difficile de payer cash. Vous pouvez ainsi financer le logement tout en plaçant vos fonds sur d'autres supports. En période de hausse des taux comme c'est le cas maintenant, l'épargne vous rapporte plus. Si vous parvenez en supplément à diversifier vos placements, vous avez tout compris. Notez que l'immobilier locatif est le seul placement finançable par un emprunt, du moins officiellement. Les banques n'aiment pas vous prêter de l'argent pour acheter des actions, sauf si vous trouvez un autre prétexte pour justifier votre prêt. C'est donc essentiel de profiter de prêts immobiliers pour développer un patrimoine et s'enrichir. La deuxième bonne raison d'emprunter pour investir est que le taux d'intérêt de prêt est souvent inférieur au taux de rendement locatif brut de votre placement immobilier. Si vous ajoutez la rentabilité en capital au rendement locatif, la rentabilité nette globale est supérieure au coût de votre emprunt. Pour faire simple, vous êtes gagnant. Troisième argument en faveur du financement à crédit, les intérêts d'emprunt sont déductibles des loyers que vous déclarez aux impôts. Grâce à ça, vous diminuez votre base imposable et payez moins d'impôts. La déduction des intérêts d'emprunt est valable autant en location meublée qu'en location vide si vous optez pour le régime réel. N'oubliez pas que votre crédit immobilier est presque toujours associé en assurance décès invalidité, ce qui sécurise l'opération. Si vous arrive quelque chose, votre famille peut garder les biens et continuer à percevoir les loyers. Les primes d'assurance décès invalidité sont elles aussi déductibles de vos impôts. Comment optimiser son financement pour le locatif? Le plus souvent, l'investissement locatif se finance par un crédit amortissable. Dans cette formule, vous rembourserez en même temps le capital et les intérêts. Votre mensualité compte une part de capital et une part d'intérêt, ainsi que l'assurance invalidité. Vous payez davantage d'intérêt en début de prêt, puis progressivement, vous remboursez toujours plus de capital. La déduction des intérêts de vos revenus fonciers est donc plus importante les premières années. C'est d'ailleurs très important d'intégrer ces données à votre plan de financement. Comme la plupart des intérêts déductibles diminuent au fil du temps, l'optimisation fiscale liée à cette déduction perd petit à petit son efficacité. Par exemple, si vous empruntez 150 000 € sur 15 ans à 3,60% hors assurance, la première année, vous payez presque 5 000 € d'intérêt. La 10e année, les intérêts descendent à environ 2 000 €. C'est plus de 2 fois moins d'intérêts à déduire sur vos impôts. Le prêt amortissable est le plus utilisé, mais il existe une autre option, le prêt in fine. Ce type de prêt est différent car vous remboursez les intérêts tous les mois, vous remboursez le capital une seule fois à la fin de l'opération. La mensualité est donc plus faible qu'avec un prêt amortissable puisqu'elle ne comprend que les intérêts et les primes d'assurance. Les intérêts sont calculés sur l'ensemble du capital au long du crédit, tandis que le taux est un peu plus élevé que pour les prêts amortissables. Résultat, les intérêts sont plus élevés. Vous déduisez donc une somme plus importante sur vos impôts. Cette formule optimise la fiscalité de l'investissement locatif et augmente son rendement. Par exemple, si vous empruntez 150 000 € à 3,60% sur 15 ans, vous pouvez déduire presque 5 000 € d'intérêts par an. Mais la formule de prêt in fine n'est pas accessible à tous les emprunteurs. Pour y prétendre, vous devez déjà posséder la somme empruntée et la bloquer en nantissement, le plus souvent sur une assurance vie. Au terme de prêt, cet argent permet de le rembourser et entre-temps, il sécurise la banque. Avec un prêt in fine, c'est important de s'informer aussi sur l'assurance vie que le prêteur vous propose. Ça va aussi participer à la rentabilité globale de votre projet. Convaincre les banques. En tant qu'investisseur, il ne vaut mieux pas vous lancer aveuglément dans un projet. Tout simplement car il est moins facile qu'avant
d'obtenir un accord de prêt et que le crédit a un gros impact sur les aspects fiscaux et patrimoniaux de l'opération. Et donc, sur la rentabilité de votre opération. Pour obtenir un accord de prêt, vous devrez respecter de nombreux critères, à commencer par le respect d'un taux d'effort maximal. Autrement dit, la proportion de vos revenus que vous pouvez consacrer à vos remboursements. Vous partez de vos revenus globaux nets avant impôt, y compris le loyer de votre investissement. Le plus souvent, la banque prend en compte 70% des loyers. Vous retranchez de ce montant vos autres charges, même l'échéance de prêt de votre résidence principale, qui n'est pas remboursée, ou votre loyer. La somme obtenue va permettre de calculer votre capacité d'endettement pour financer votre investissement locatif. Finalement, le taux d'effort sert plus à respecter les règles fixées par le HCSF, Haut Conseil de stabilité financière, la police des crédits, que pour séduire votre banquier. Prenons un exemple pour mieux comprendre le calcul de taux d'effort. Imaginons que vous gagnez 6 000 € par mois net avant impôt. Votre investissement devrait vous rapporter 600 € de loyer mensuel. La banque va prendre en compte de ce loyer à hauteur de 70% dans le plan de financement, soit 420 €. Les 30% de taux d'effort sont donc calculés sur 6 420 €. Ce qui donne 2 247 €. Si l'échéance de crédit de votre résidence principale est de 1 500 €, vous pourrez consacrer au maximum 740 € par mois à votre investissement locatif pour respecter les 35% des taux d'effort. J'imagine que vous n'aviez pas manqué la nouvelle. Récemment, le HCSF a durci les règles d'octroi de prêt. Mais tout récemment, une bonne nouvelle a frappé les investisseurs immobiliers. Suite à une réunion datant de juin 2023, le Conseil a légèrement assoupli les règles de crédit. Tout type de projet immobilier confondu, 20% des dossiers de financement peuvent déroger au plafond d'endettement et de durée, dont 30% peuvent être liés à l'achat d'une résidence locative, contre 20% avant. Ce qui signifie que certains investisseurs pourront obtenir un accord de prêt même avec un taux d'effort de 40%, à condition de savoir convaincre sa banque. Quelle part de loyer est prise en compte dans l'endettement? Le plus souvent, les banques prennent en compte 70% de loyer dans le calcul de taux d'effort. Mais attention, car certains établissements ne les intègrent qu'à hauteur de 50%. Vous verrez, même certaines banques n'incluent pas les loyers dans la capacité d'endettement au taux d'effort. Si le loyer est pris en compte à hauteur de 50% au moins dans le calcul de taux d'effort, vous devrez compenser en injectant davantage d'apport personnel dans votre projet d'investissement locatif. Parfois, vous pouvez avoir un peu de chance et tomber sur une banque un peu plus conciliante. Pour faire passer le dossier, elles prennent en compte 80, 90 voire 100% des loyers. Mais cette situation reste quand même assez rare. Il faut vraiment que la banque ait confiance en votre dossier et que vous puissiez apporter d'autres arguments comme la souscription de plusieurs contrats d'épargne ou d'assurance par exemple. Dans tous les cas, vous devrez présenter des solides garanties en termes de revenus, d'épargne et de patrimoine. Et surtout, ne comptez pas sur votre banque pour vous aider si vous investissez dans une passoire thermique. D'ailleurs, la plupart sont désormais interdites à la location. N'hésitez pas à souscrire une assurance loyer impayé pour sécuriser l'opération. En plus, les cotisations sont déductibles fiscalement de vos loyers. L'importance de l'épargne personnelle. Si vous empruntez pour une résidence locative, vous devez être en mesure de payer votre mensualité de prêt, même si le locataire tarde à vous verser le loyer. Il s'agit d'un détail très observé par les banques. Alors, si vous êtes un peu trop juste dans votre plan de financement, ça risque d'être compliqué. Je vous conseille donc de toujours prévoir une marge de manœuvre, même si vous optez pour une assurance loyer impayé. Pour être large, je vous conseille de pouvoir assumer sans difficulté une baisse de 20% de revenus locatifs pour sécuriser votre financement. Les banques apprécient les emprunteurs qui détiennent une épargne résiduelle d'environ 6 à 12 mois de mensualité de crédit. Si vous le souhaitez, vous pouvez injecter plus d'apports dans votre investissement. Vous emprunterez moins ou alors sur une durée plus courte, ce qui peut faire baisser le taux de votre crédit. Mais réfléchissez bien à cette option car ce n'est pas toujours la plus rentable pour une raison bien précise. La fiscalité. Si vous empruntez moins ou sur une durée plus courte, votre fiscalité sera moins optimisée
puisque vous aurez moins d'intérêt à déduire de vos loyers. En ce moment, les banques sont plus exigeantes sur l'apport personnel. Ils exigent souvent un minimum de 10 à 20% d'apport pour couvrir les frais annexes. Mais encore une fois, tout dépend du projet et de votre situation. Pour les banques, c'est une question de sécurité. Avec l'apport, le crédit ne couvre pas toute la valeur du logement. Si vous devez revendre en urgence, vous devrez baisser le prix de vente du logement. Il ne pourrait peut-être pas rembourser tout votre crédit. Faut-il s'inquiéter du plafond des loyers? En 2022, le gouvernement français a décidé de plafonner la hausse des loyers à 3,5% pour protéger le pouvoir d'achat des locataires. Normalement, ce blocage devait prendre fin le 30 juin 2023, mais la mesure a finalement été prolongée jusqu'au premier trimestre 2024. Durant cette période, les baux locatifs qui comportent une clause de révision annuelle des loyers ne peuvent pas augmenter au-delà de 3,5% en France métropolitaine, 2,5% en Outre-mer et 2% en Corse. Le plafonnement concerne les logements loués vides ou meublés. Il s'adresse aux particuliers et aux professionnels. Son but est de préserver le budget des ménages et des entreprises face à l'inflation. Là aussi, la question se pose. Est-il toujours aussi intéressant d'investir dans l'immobilier malgré un encadrement des loyers? Quels sont les impacts sur la rentabilité des investisseurs? De plus en plus de communes adhèrent au dispositif de plafonnement des loyers tels que Paris, Lille, Lyon, Villeurbanne, Montpellier et Bordeaux. Mais rassurez-vous, si vous êtes engagé dans un projet réfléchi, cette mesure n'aura aucun impact sur votre rentabilité. Certes, certaines de ces villes sont le plus attirantes pour les investisseurs en raison de leur dynamisme et de leur forte demande locative. Il est donc normal que les propriétaires s'inquiètent pour leur investissement locatif, puisque le loyer perçu constitue la base financière de la rentabilité d'un projet. Attention aussi à ne pas confondre l'encadrement des loyers avec l'indexation des loyers qui s'applique sur l'ensemble du territoire. J'y reviendrai certainement dans une prochaine vidéo. Mais alors, doit-on s'inquiéter pour nos investissements? En réalité, non. La loi prévoit qu'un complément de loyer peut être mis en place par le propriétaire si le bien possède des équipements et des spécificités qui le justifient. Vous pouvez ainsi faire jouer des éléments de confort, d'équipement ou de localisation spécifiques pour faire appliquer des compléments de loyer sur des biens que vous louez. Dans ce cas, si le bien loué dispose d'une caractéristique attirante, vous pouvez justifier un loyer plus élevé. Et je ne parle pas d'un jacuzzi ou d'une salle de cinéma privative, un simple parking, une terrasse, une vue exceptionnelle. Tous ces éléments peuvent faire l'objet d'un complément de loyer. Grâce à ça, non seulement vous pouvez contrer le plafonnement des loyers, mais en plus ces critères garantissent que votre bien conservera sa valeur dans le temps. D'ailleurs, je vous recommande d'y réfléchir si vous pouvez anticiper les travaux de bien. Si vous savez que vous risquez de dépasser le loyer maximum, mieux équiper les biens vous permettra de justifier un loyer plus élevé. Dans tous les cas, si votre opération est bien pensée au départ, l'encadrement des loyers n'est pas un réel problème pour l'investisseur. Si vous pensez à votre investissement dans le moindre détail, que vous faites des recherches précises sur le montant de loyer en mètre carré, le prix au mètre carré et le niveau de tension locative, vous n'aurez pas besoin de louer votre bien à un prix excessif. Surtout que ce n'est pas une bonne stratégie car vous aurez des difficultés à trouver un locataire. Si vous investissez dans une ville qui met en place l'encadrement des loyers, veillez à vérifier que votre achat et le loyer médian mis en place sont compatibles avec le rendement que vous envisagez. Et s'il arrive que vous soyez obligé de dépasser le loyer maximal autorisé pour rentabiliser votre investissement, n'hésitez pas à appliquer des compléments de loyer justifiés. C'est ici que s'achève notre vidéo. J'espère avoir répondu à vos interrogations concernant la situation économique actuelle. Vous l'aurez compris, si c'est OK de côté de vos finances, tous les feux sont au vert pour investir, alors n'attendez pas. La clé d'un investissement immobilier réussi n'est pas uniquement une histoire de timing. L'objectif premier d'un investisseur est de savoir saisir les opportunités de marché et les adapter à sa propre situation financière, fiscale et patrimoniale. J'espère que ces éléments vous ont aidé à y voir plus clair et que vous encaisserez très rapidement.
À très vite pour plus d'astuces immobilières.